Les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenu les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ravis de voir cette salle complète pour ce temps fort. Donc moi je suis Charlotte Lavreul, la directrice du Fonds pour une presse libre, qui est le partenaire principal de ce festival, cette première édition du Festival des médias indépendants à Rennes. Et qui dit première édition, il y en aura d'autres après. Donc on est ravis. On est ravis d'être accueillis par la Paillette. Un tout petit mot rapide pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Fonds pour une presse libre. C'est le premier fonds qui soutient la presse indépendante en France. Il a été créé par Mediapart en 2019. Et la mission principale au tout début était de sanctuariser le capital de Mediapart, ce qui est fait maintenant depuis fin 2019. Et donc nous, on s'attache à la mission d'intérêt général qui est de soutenir le pluralisme de la presse, la liberté d'information et l'indépendance du journalisme. Et pour ça, on soutient la presse indépendante en France, mais également en Europe, grâce aux dons qu'on reçoit donc de tout le monde, donc de citoyens et de citoyennes. Et l'année dernière, on a reçu plus de 500 000 € de dons et qu'on reverse intégralement aux médias indépendants qu'on choisit de soutenir. Donc pour nous, c'est un message très fort. Ça veut dire que si vous faites un don au FPL, il n'y a même pas 1 € qui va au fonctionnement de la structure. Et à ce jour, donc depuis 2021, donc c'est-à-dire depuis 5 ans, on a aidé une cinquantaine de médias indépendants à hauteur d'1 400 000 € grâce aux dons du public. Voilà, j'ai fini avec le FPL. Je vous laisse entre les mains de Marie, Léane, Lénaïg et Fanny. Et j'espère que vous allez passer un très bon moment. Merci Charlotte et merci au FPL pour tout ce que vous faites. Moi, je m'appelle Marie Barbier, je suis cofondatrice, co-rédactrice en chef de La Déferlante. La Déferlante, c'est un média qui documente depuis 5 ans les luttes féministes et LGBTQIA+. On a une revue, une maison d'édition et une newsletter et un stand ici. Donc vous pouvez passer nous voir ou la voir après si vous voulez discuter avec nous. Et pour parler des luttes féministes passées et à venir, je vais vous présenter nos intervenantes aujourd'hui. Léane Alestra. Tu es journaliste, tu viens de lancer un nouveau média queer, indépendant et en ligne qui s'appelle Problématique. Ton dernier ouvrage paru, tu en as écrit d'autres mais je cite juste le dernier, c'est Les Vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite. C'est paru en 2025 aux éditions J.C. Lattès. Lénaïg Bredou, tu es journaliste, co-directrice éditoriale à Mediapart et responsable éditoriale aux questions de genre. Et tu as aussi dirigé l'ouvrage MeToo, le combat continu qui a été publié au Seuil en 2023. Fanny Gallo, tu es historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, spécialiste du travail, des mouvements sociaux, du syndicalisme et des féminismes. Et dans les derniers livres, parce que tu écris beaucoup, dans les derniers livres parus que je peux citer, il y a Le cœur du capital, ces travailleuses de l'ombre qui font tourner le monde, avec Hugo Harari-Kermadec en 2026. C'est les universités Paris-Cité Éditions. Et tu es co-directrice de publication aussi de la revue Contretemps. En 2006, il y a 20 ans, Tarana Burke, travailleuse sociale afro-états-unienne, crée le mouvement MeToo, MeToo Movement. C'était une association de lutte contre les violences sexuelles infligées aux petites filles noires issues des quartiers populaires. 10 ans plus tard, suite à une enquête du New York Times et du New Yorker sur le producteur de cinéma Hervé Weinstein, ce mot d'ordre MeToo est repris par des actrices hollywoodiennes, puis par des milliers de femmes à travers le monde pour dénoncer les violences sexuelles qu'elles subissent. C'est une déflagration qui n'en finit pas de nourrir un mouvement social féministe massif qui continue d'exister près de 10 ans plus tard. On va revenir sur est-ce qu'on est vraiment dans l'après-MeToo ou pas. Et avant de parler de ce qu'il reste à conquérir, j'aurais aimé te passer le micro, Fanny, pour qu'on replace ce mouvement MeToo dans l'histoire des luttes féministes. Dans ton ouvrage Mobilisé, tu montres que ces luttes féministes sont oubliées, effacées de l'histoire, mais que les femmes ont toujours pris la parole, ont toujours pris la rue. Est-ce que tu peux nous dire en quoi MeToo est l'héritage, la continuité d'un mouvement féministe beaucoup plus large, beaucoup plus ancien ?
Oui, alors tout à fait. Bonjour à tous. Moi, je suis donc plutôt spécialiste du travail et du coup, ça me semblait vraiment important de revenir aussi sur cette dimension-là, c'est-à-dire la manière dont les violences sexistes et sexuelles, elles s'enracinent aussi dans une division sexuée du travail, hein, c'est-à-dire voilà, une tendance à la polarisation, c'est-à-dire les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers tendanciellement, et il y a une inégale répartition du travail domestique et une hiérarchisation, c'est-à-dire que quand on les trouve dans les mêmes secteurs d'activité, plus on monte et moins on trouve de femmes. Donc ça, c'est la manière dont l'organisation du travail fonctionne encore aujourd'hui, et ce depuis longtemps. Et la question des violences, en fait, elle est au cœur de ce mode de fonctionnement, puisque c'est une façon aussi de maintenir une forme de discipline au travail. Hein. Donc, j'ai particulièrement, moi, travaillé sur les ouvrières, et bien sûr, on voit qu'au 19e, au 20e siècle, il y a toutes sortes de luttes, hein, qui, au départ, s'enclenchent du fait de brimade, donc, qui est un mot maintenant un peu daté, mais de type d'insulte, de contrôle des corps, voire de viols, hein, qui peuvent avoir lieu dans des ateliers, ou du dit droit de cuissage, hein, qui évidemment n'existe pas, mais c'est la manière dont était appelée cette coutume, souvent mise en place par des contremaîtres dans certains ateliers. Et donc on voit bien que voilà, à la fin du 19e, au début du 20e, il y a plein de mobilisations qui viennent de ça, en fait, qui à la fois dénoncent les conditions de travail qui sont faites aux ouvrières, et en même temps les violences, en fait, dont elles font l'objet. Et il y a une accélération, bien sûr, de tout ça, hein, dans les années 1970, du fait du mouvement de mai-juin 68 et de la dynamique féministe aussi qui s'enclenche dans la foulée de mai-juin 68, et en même temps de toutes les luttes, hein, l'insubordination ouvrière, des luttes d'employés qui se développent à un moment où on pensait qu'on pouvait changer de société. Et à ce moment-là, en fait, il commence à y avoir déjà une bascule, et j'y reviendrai peut-être juste après, puisque donc les ouvrières dénoncent très explicitement, ou même d'autres travailleuses, hein, professionnelles, ce type de brimade, ce type de... le droit de cuissage, précisément, est explicitement dénoncé, des contrôles des corps. Hein. À ce moment-là, on pouvait avoir des contremaîtres qui vérifiaient le temps qui était passé aux toilettes, par exemple, en fonction des périodes de règles des ouvrières. Hein. Et donc, voilà. Donc, toutes ces violences, on ne parle pas du tout de harcèlement à l'époque. On parle d'ailleurs pas vraiment de violence, hein, mais plutôt de brimade et de droit de cuissage, en fait. Hein. C'est vraiment les termes qui peuvent être utilisés, sont de plus en plus mis en cause, justement, dans les entreprises, hein, et dans une période où, par ailleurs, évidemment, le mouvement féministe donc se redéploie, et dans un premier temps pour le droit à l'avortement et à la contraception, et dans un second temps, et on en parle peut-être moins, pour la reconnaissance du viol comme crime. Hein. Dans la deuxième moitié des années 70, il y a en ce moment une thèse en cours de Marie Godot précisément sur ce sujet-là, c'est-à-dire toutes ces mobilisations, toutes ces marches, y compris ces marches de nuit, sur le fait de se réapproprier la rue et se mobiliser justement contre le viol, hein, tandis qu'il y a un certain nombre de procès qui s'organisent un peu sur tout le territoire. Eh bien, évidemment, ça a aussi des effets, hein, dans le monde du travail. Et puis, ça se poursuit dans les années 80-90 avec, par exemple, la naissance de l'AVFT. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, hein, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes, où maintenant on peut retrouver même en ligne toutes leurs publications depuis le début des années 80 qui soutiennent un certain nombre de luttes. Je pense par exemple à Tati au début des années 80, je me souviens plus précisément de la date, mais qui portait véritablement, hein, sur des questions relatives au harcèlement. Et petit à petit, les mots, hein, harcèlement sexuel, harcèlement moral, commencent à émerger et à être appropriés dans le cadre de ces contestations, notamment dans le monde du travail. Est-ce que l'historienne que tu es serait d'accord pour qualifier MeToo de révolution ? Est-ce que ce terme est adéquat ou pas ? Et est-ce qu'on est dans le post-MeToo ? Alors, peut-être 2 points sur ça qui me semblaient assez intéressants. Le premier, c'est que dire que c'est une révolution, ça me paraît dans une certaine mesure encore compliqué.
au sens où voilà, il y a évidemment plein de choses qui ont bougé. Et là, je vais donner un autre exemple qui est plus lié à des enquêtes de sociologie que j'ai également menées, qui se joue en ce moment dans les organisations syndicales, les violences sexistes et sexuelles dans les organisations syndicales et dans les organisations militantes. Il en a été aussi question d'ailleurs hier. Donc, de ce point de vue-là, on voit que, à la fois, par exemple, ces questions sont de plus en plus appropriées dans les organisations syndicales par des militantes féministes qui essayent de faire en sorte que ce type de pratique, enfin tout un tas de pratiques qui est lié à l'histoire du mouvement ouvrier, mais j'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails, cesse et donc lié à une forme de sexisme, quotidien, ordinaire, donc fait de blagues, fait d'insultes, mais bien sûr aussi d'agressions, de violences diverses, y compris d'ailleurs de viols. Donc des cellules de veille sont mises en place et essayent d'agir en interne de ces organisations syndicales pour faire cesser en fait ce type de pratique. Cela dit, ça reste encore difficile, très difficile. Et je sais par exemple que ça va faire l'objet d'une discussion importante au moment du congrès de la CGT qui va avoir lieu là en juin, puisque voilà, il y a l'idée de formaliser encore davantage le rôle de cette cellule de veille. Mais il y a, voilà, moi j'ai mené par exemple une enquête sur une situation donc de violence donc à la CGT Ville de Paris en 2016, qui n'a qui a conduit in fine au départ des militantes qui se sont organisées pour essayer de faire reconnaître ces violences, et d'ailleurs pas seulement ces militantes-là, mais tout un tas de personnes autour d'elles. Donc bon, ça a été une situation très très difficile, avec des gens qui soutenaient, des gens qui refusaient de reconnaître l'agression, en lien aussi avec la composition de ces organisations, leur force, leur puissance dans la Confédération notamment. Mais c'est un exemple, parce que ça fonctionne de la même manière dans toutes sortes d'organisations syndicales. Donc pour dire que de ce point de vue, on va dire dans une certaine mesure oui, mais il y a encore énormément de travail, et du coup le terme de révolution me paraît encore un petit peu, on va dire, optimiste. Je ne sais pas trop comment le qualifier, mais voilà. Mais le deuxième point qui me semblait vraiment important, c'est aussi quand même, si on regarde plus sur le temps long, à la fois ce qui pouvait être dit par exemple dans les années 70, y compris la manière dont on écrit l'histoire, et là je vais parler de moi-même, parce que je me dis que ça peut être aussi intéressant pour vous. Je vais juste vous lire une citation donc d'une syndicaliste de la CFDT, en l'occurrence, qui était très impliquée autour de la cause des femmes dans la CFDT, qui a écrit un livre qui s'appelle Stratégie pour les femmes, qui s'appelle Jeannette Lahotte, et elle écrivait en 75: les ouvrières étant quelquefois utilisées comme objets sexuels acceptent de se soumettre aux sollicitations, aux chantages de certains chefs, et bénéficient alors de traitements de faveur, contrairement aux autres moins jeunes, moins jolies et qui refusent ce type de rapport. Donc on voit très bien que donc elle se disait pas tout à fait féministe, mais pas grand monde dans le monde syndical à l'époque, donc ça c'est pas forcément un critère. Elle était très impliquée sur les questions dans l'espace de la cause des femmes, y compris elle était partie prenante du MLAC, ce qui était quelque chose d'assez significatif, le mouvement pour la liberté, l'avortement et la contraception. Et donc elle dit ça. Donc déjà, on voit qu'on a quand même beaucoup bougé, puisqu'on ne formulerait plus les choses du tout de cette façon-là aujourd'hui. Mais j'ajouterais que moi-même, quand j'ai étudié cette citation, donc au moment où je faisais ma thèse, jusqu'en 2012, je parlais et je reprenais les termes des syndicalistes, en parlant par exemple d'abus, ou en accompagnant, en disant que voilà, elles essayent de construire le collectif au niveau syndical, etc. Mais à aucun moment, j'analysais cette citation moi-même, il y a 15 ans, enfin 14 ans, comme voilà, le fait de normaliser le discours de l'agresseur et déplacer la responsabilité sur les femmes, quelque chose qu'on dirait aujourd'hui, que je dirais moi-même aujourd'hui. Et je trouve ça très intéressant, en fait, et il y a un numéro de revue qui va sortir dans Sociologie du travail sur le sujet, coordonné par Catherine Crévalin, Laure Pitty et Pauline Delage, auquel je participe, dans un article où justement je revisite mes propres travaux sur la question des violences, c'est-à-dire comment moi-même, justement, du fait de MeToo, j'ai aussi évolué, et nous avons, c'est-à-dire les catégories de l'entendement ont évolué, et nous conduisent à revisiter la manière dont on analyse, en fait, y compris l'histoire.
Merci. Lénaïque, on revient un peu en arrière. Là, je disais, on a parlé du MeToo médiatique en 2017. En 2016, à Mediapart, vous aviez publié une enquête qui a fait date, qui était une enquête sur Denis Baupin, député écologiste, qui était accusé par de nombreuses femmes d'agressions sexuelles, de viols et d'agressions sexuelles. Et à l'époque, vous étiez vraiment un des très rares médias à publier ce type d'enquête, puisque le reste de la presse ne souhaitait pas s'en emparer. Ça avait même été théorisé par le Canard enchaîné qui, par exemple, avait dit l'information s'arrête à la porte de la chambre à coucher. Donc, sous-entendu, on ne va pas voir ce qu'il y a là. C'est des récits qui ne sont pas journalistiques, d'après eux. Donc ça, c'est une citation, pardon, je la resitue dans son contexte, pardon, mais qui date de 2011, de l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Comment est-ce qu'à Mediapart, donc dès 2016, quand vous avez commencé à travailler sur ces sujets-là, vous les avez pensés? Comment vous avez pensé ce type d'enquête? Bonjour tout le monde. Ce serait très mensonger de dire qu'on les a pensés au moment où on les a commencés. Parce que justement, je pense qu'il faut admettre le grand tâtonnement que ça a été. Parce qu'effectivement, si on prend l'exemple de l'enquête Baupin, évidemment, ça s'inscrit dans un contexte. C'est pour ça qu'elle a été possible. Mais à la fois, c'était de fait une première à Mediapart et dans la presse française sous cette forme. Aujourd'hui, c'est presque tellement banalisé que ça paraît improbable. Mais c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu avant 2016 d'enquête d'initiative, c'est-à-dire d'enquête journalistique ne s'appuyant sur aucune enquête judiciaire en cours, aucune plainte pénale ou au prud'homme, enfin quelconque procédure que ce soit institutionnelle, donc en dehors de toute procédure institutionnelle visant une personnalité, parce que évidemment la presse a fait un travail, plein de journalistes très esseulés, souvent des femmes dans des rédactions ou des pigistes ont essayé de faire des travaux là-dessus depuis toujours en fait, mais d'enquête type MeToo, c'est-à-dire type l'affaire Weinstein révélée par le New York Times et le New Yorker, ça n'était jamais arrivé sous cette forme. Donc on n'a pas du tout, on l'a pas réfléchi, on s'est pas dit voilà on va faire ça, c'est important, pas vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'inscrit dans le contexte, et tu l'as cité, donc d'une hostilité médiatique extrêmement forte. Mediapart à l'époque est un jeune média, même si maintenant ça y est plus installé, etc. Mais à l'époque encore un jeune média. Et avec des journalistes impliqués, investis sur ces questions, et qui par ailleurs passe son temps à prôner l'enquête, la révélation de faits et tout dans un univers journalistique où l'enquête à l'époque, au début des années 2000-2010, l'enquête reflue dans plein de rédactions. Les services enquête et les services qu'on appelait investigation, un terme totalement discutable par ailleurs, mais avait beaucoup disparu dans les rédactions. Et en fait, le renouveau aujourd'hui de l'enquête journalistique, comme un genre de nouveau important dans les salles de rédaction, quand Mediapart se crée, on est dans un moment où il n'y a plus grand-chose. Et donc nous, on est là en train de dire, voilà, on revendique le fait de faire de l'enquête, et on revendique le fait de faire de l'enquête d'initiative, c'est-à-dire, encore une fois, en dehors de toute procédure judiciaire. Pas, comme on dit parfois un peu cruellement, de journalisme de PV, quoi. Donc ça, c'est le contexte. On essaye de faire des choses différentes. On est un média plus jeune avec des gens qui s'intéressent à ces questions. Et par ailleurs, il se passe déjà quelque chose dans la société. C'est-à-dire quand MeToo surgit, enfin le deuxième MeToo, comme tu le resituais depuis 2006, Tarana Burke, aux États-Unis, mais partout ailleurs, dans plein d'endroits à bas bruit, un renouveau des mobilisations féministes a lieu comme de manière relativement cyclique dans l'histoire, y compris sur la question des violences, ce qui n'avait pas toujours été le cas précédemment, sur la question du viol notamment. Enfin voilà, c'est aussi tout le travail que fait Oser le féminisme à ce moment-là. Tout ça pour dire qu'il y a une ambiance dans la société où il y a un début, une esquisse de mobilisation, et qui vient interpeller la presse. C'est-à-dire que parmi les militantes, il y en a plusieurs qui ont des comptes sur les réseaux sociaux qui interpellent notamment le traitement journalistique des violences. Et il y a des femmes journalistes dans plusieurs rédactions qui essayent de se mobiliser sur ce sujet. Moi j'étais à l'époque cofondatrice de l'association Prenons la Une, qui continue à exister aujourd'hui, et donc qui essaye d'améliorer le traitement journalistique de ces questions. Je dis tout ça juste parce que c'est tout cet assemblage de mobilisation dans la société, de mobilisation de femmes journalistes dans des rédactions, d'un nouveau média qui me fait de l'enquête, et ensuite la suite et le dernier élément du panorama, c'est l'affaire Dominique Strauss-Kahn en 2011, parce que comme tu le rappelais Marie, donc effectivement à ce moment-là on voit tout à fait l'hostilité absolue et totale de la presse à la question des violences,
aux femmes en général, mais bon, c'est un autre débat, mais aux questions des violences, avec, entre le Canard enchaîné qui dit, voilà, ça s'arrête à la porte de la chambre à coucher, Jean-François Kahn, à l'époque, qui parle de troussage de domestiques, donc à cas légitime, droit de cuissage, finalement, pour revenir à ce que disait Fanny à l'instant, à propos de la plainte pour viol de Nafissatou Diallo contre Dominique Strauss-Kahn, voilà, qui était tout puissant à l'époque, directeur général du FMI. Et donc, on voit bien à ce moment-là, voilà, cette hostilité de la presse très forte, et le fait que nous, alors au journal, on se dit à ce moment-là qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, qu'il faut réfléchir, qu'il faut investiguer, que ça doit être un sujet d'enquête. Et là, ce qui permettra l'affaire Baupin, c'est le fait que, à l'inverse de tous ces mais vieux chefs, hommes, blancs, de plus de 50 ans, CSP+, parisiens, qui pensaient qu'on n'en avait rien à faire, que les violences sexistes et sexuelles sont un sujet d'intérêt général, parce que la presse, ce qui fait sa boussole dans ce qu'elle traite comme information, c'est l'intérêt général, l'intérêt public, versus la vie privée. Et que jusque-là, en gros, ils considéraient que c'était la vie privée. Mais là où c'est dingue, c'est que c'est réprimé dans le code pénal, depuis très longtemps, de manière différente, de manière insatisfaisante à plein d'endroits, etc. Mais c'est réprimé dans le code pénal. Or, sur tous les autres sujets, tout ce qui est réprimé dans le code pénal était légitime à la une de l'actualité. Ça ne serait venu à personne de dire que comment ça s'appelle ? Bref, voler des gens dans une maison. Cambriolage, voilà. Je cherchais bricolage qui me venait, je voyais bien que ça n'allait pas. Cambriolage. Que les cambriolages étaient un sujet de vie privée. Mais les viols, oui, pardon, voilà, je le dis brutalement, mais c'est exactement ce qui se passait dans la presse, en fait, dans le traitement médiatique. Et effectivement, ça, nous, on se dit ça, que ça, c'est pas possible, que c'est un sujet d'intérêt public, un sujet d'intérêt général, que c'est un fait social, que ça, c'est documenté par la recherche, par les statistiques publiques depuis des années, et que donc, du coup, on doit le prendre à bras-le-corps et le traiter et l'investiguer et enquêter dessus, comme pour le reste. Et donc, du coup, quand voilà, une affaire n'arrive pas comme ça, mais quand un début d'information nous parvient sur quelqu'un, on décide d'enquêter. Tu l'as dit, depuis, c'est devenu très courant, ces enquêtes-là, ça s'est même banalisé, tu as utilisé ce terme-là. Est-ce que tu penses, toi, d'où tu es aujourd'hui, qu'il y a un risque d'essoufflement de ces récits journalistiques sur les violences sexuelles ? Si je répondais de façon un peu provocante, je dirais, est-ce qu'il y a de l'essoufflement à enquêter sur la corruption, à enquêter sur l'inégalité de salaire, à enquêter sur les discriminations raciales, à enquêter sur tout ce qui structure la société. En fait, ce que je vois, c'est que, évidemment, je sens bien que l'enquête, la banalisation de l'enquête fait encore lui. Et que là, je le vois, moi, comme un progrès. C'est-à-dire que les enquêtes nominatives, c'est-à-dire visant telle ou telle personnalité, elles ont une vertu très forte, c'est qu'elles ont un retentissement extrêmement important et elles permettent des prises de conscience et d'ouvrir encore plus les champs de discussion et de débat sur les violences. À chaque fois que j'ai cru qu'on n'en aurait rien à faire, en fait, je vois bien que ça refonctionne à nouveau. Même sur malgré cet effet de banalisation, et qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne, mais que je me dis que là où on a progressé, c'est que ces enquêtes nominatives n'étaient faites que pour illustrer un fait social, illustrer la banalité des violences, et pas justement le fait que ce soit extraordinaire. Évidemment, quand c'est des personnalités, quand c'est Gérard Depardieu, quand c'est Harvey Weinstein, quand c'est Patrick Bruel, quand c'est je ne sais qui, Denis Baupin, voilà, c'est extraordinaire. Voilà, ce sont des personnalités publiques. Mais ce que ça raconte, c'est la banalité des violences. Donc moi, je le vois comme un truc positif, de se dire, en fait, c'est logique que lui ou lui ou lui ou lui. Mais là où je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, c'est que ceux qui veulent ou qui prônent l'arrêt de ces enquêtes ou de ce travail, ou du fait que ce soit en haut de l'agenda, leur seul objectif, c'est le retour à l'avant MeToo, en fait. Moi, je suis convaincue que si on arrête de mettre ces questions en haut de l'agenda médiatique, l'agenda politique, des politiques publiques qui est déjà pas florissant et peu positif si on regarde les subventions. On n'a pas vu non plus un effet massif en termes de changement radical des budgets et des politiques publiques sur les violences. Donc si jamais on arrête, y compris de mettre ça en haut de l'agenda médiatique, je ne vois pas comment ça peut améliorer les choses. Je pense même que ça peut les empirer. Et que je trouve qu'on se pose plus la question sur ce sujet que sur les autres et que ça m'interpelle. C'est-à-dire pourquoi, sur des violences qui touchent aussi massivement la population, on se dit, on en a peut-être un peu marre.
moi, vraiment, ça m'interroge. Ça m'interroge pas. Ça, la réponse, je l'ai aussi. C'est-à-dire parce que précisément, il y a la tentation et la résistance, et le souhait d'une partie, notamment des corps dominants, si on peut dire ça, de revenir au temps d'avant. Léane, toi, tu es venue au féminisme dans ces années 2015-2016 où on parlait de l'affaire Bobin. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été le déclencheur pour toi à ce moment-là dans ta trajectoire politique personnelle ? Oui, il marche pas mon micro ? Je suis, c'est bon. Ouais, bah moi en fait à cette époque j'étais encore au lycée du coup, donc j'étais et c'était l'époque où il y avait Peyta Schneck, je sais pas si vous voyez, qui était du coup un compte qui était pas mal sur les réseaux sociaux, qui commençait à politiser les questions de harcèlement et notamment de harcèlement de rue à une époque où l'extrême droite harcelait extrêmement violemment les militantes féministes qui parlaient de tous les types de harcèlement, dont le harcèlement de rue, parce qu'ils n'avaient pas encore repéré tout ce qu'il y avait de potentiel de retournement raciste, et ils ont bien retourné leur veste ensuite. Et donc, par ailleurs, moi j'avais déjà des orientations politiques plutôt anticapitalistes, etc. Mais par mon histoire personnelle et aussi par du coup ces premières initiatives en ligne, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ces enjeux-là, avec cette appétence que j'avais pour les sciences sociales. Puis plus tard, du coup, j'ai créé en 2020 un média qui s'appelait Mécréante, du coup, qui était un podcast et qui était aussi des articles que vous pouviez lire sur le blog Mediapart et sur les réseaux sociaux, qui essayait justement de vulgariser les notions liées au genre, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations d'actualité, mais je trouvais pas des choses qui articulaient un petit peu les débats et les questions liées aux études de genre que j'entendais vraiment autour de moi. Donc j'ai essayé de créer l'initiative qui me manquait en fait, et comme c'était au tout début du confinement, ça a pris très très vite. Voilà. Tu as publié un livre qui s'appelle « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?», qui a été assez remarqué, et dans lequel tu t'intéresses de près aux masculinités, à la contrainte à l'hétérosexualité, aux injections faites aux garçons à ne pas être des tapettes ou des fillettes. Je le résume à très grands traits. Le mouvement féministe actuel s'est encore peu intéressé aux masculinités, un peu, mais il reste encore plein de choses à faire. Est-ce que tu penses que toi, quand tu as écrit ce livre-là, en tout cas, tu penses que c'est une des clés du changement de s'intéresser à ces masculinités-là ? Alors moi, je suis assez intéressée par étudier les corps dominants de façon générale, vu que mon deuxième livre est aussi sur les femmes d'extrême droite, et donc avec aussi beaucoup les femmes bourgeoises, etc. Et oui, je pense que c'est intéressant de façon plus large d'essayer de comprendre comment les corps dominants nous dominent, pourquoi et par quelle façon ils s'y prennent. Et aussi, c'est important de resituer les corps dominants comme étant des catégories, des sujets et des objets politiques comme les autres, là où, par exemple, en études de genre et à la faculté, il y a eu pendant très longtemps des hommes qui ont écrit sur les femmes dans toutes les sciences et dans les sciences biologiques, etc., pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que n'est pas une femme, etc. Donc pour caricaturer énormément, quand les femmes sont arrivées dans la recherche, elles ont déjà passé du temps à dire « bah non, en fait, ce que vous avez écrit sur les femmes, c'est pas tout à fait vrai ». Et en fait, on a eu peu de temps ensuite pour développer ce qu'on appelle les masculinity studies, par exemple. Donc nous, en tant que chercheuses, expertes et tout, avoir aussi un regard critique sur les masculinités, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a qui sont plutôt dominantes, d'autres subalternes, et donc de pouvoir dire, en fait, si femme est une catégorie sociale, homme est aussi une catégorie sociale, et ce n'est pas le neutre par nature. Merci. On va prendre un moment maintenant pour parler des luttes à venir et des priorités à venir. Fanny, pour faire le lien avec ce qu'on a évoqué au début sur les violences sexuelles là, dont on discute depuis le début, une des batailles féministes importantes de ces dernières années, ça a été la question de l'éducation à la sexualité, qui est normalement obligatoire depuis 2001. En France, si je ne me trompe pas, et en fait très très peu appliquée. Il y a une petite progression là en septembre dernier avec la mise en place de l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, avec tous les débats qui ont eu lieu autour de ça. Toi, tu as coordonné un ouvrage sur le sujet en 2025 qui s'appelle « L'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, sortir des polémiques, ouvrir les possibles ». C'est un ouvrage qui est sorti avec l'Institut de recherche de la FSU aux éditions Sileps. Pourquoi est-ce que, selon toi, cette éducation à la sexualité est particulièrement attaquée et au cœur là, de la bataille culturelle? Comment tu l'analyses?
Oui, alors là, en fait, je parle en tant que formatrice donc, à l'INSPE, le nouveau nom des IUFM pour les personnes qui connaîtraient, c'est-à-dire la formation des enseignantes, où je travaille depuis 2014. Et à ce titre-là, je fais énormément de formations sur le genre, sur les discriminations ethno-raciales et en histoire, donc à Créteil. Et effectivement, du coup, depuis que j'y travaille, en fait, je suis confrontée à toutes ces questions-là, puisque quand j'ai commencé, on était précisément dans toute la contre-offensive contre les ABCD de l'égalité, dans le sillage du mariage pour tous et toutes, qui du coup avait conduit Najat Vallaud-Belkacem à retirer ses expérimentations pour l'égalité filles-garçons dans un certain nombre d'établissements. Et donc à l'époque, le problème c'était la théorie du genre, le gender, et c'était touche pas à mes stéréotypes. Un petit garçon doit être bleu, une petite fille doit être rose. C'était des manifestations aussi très puissantes. Et je suis pas du tout en train de caricaturer. C'était vraiment sur leurs autocollants. Donc forcément, voilà, ces enjeux-là se sont reconfigurés en un peu plus de 10 ans, et je trouve que ça c'est aussi très intéressant parce que ça révèle cette dynamique féministe mondiale dans laquelle on se situe aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé et que je parlais de bicatégorisation femmes-hommes, on me regardait comme si je sortais de je ne sais où. Et aujourd'hui, quand je m'adresse aux enseignantes, aux futures enseignantes des premiers et second degrés, eh bien l'idée, par exemple, que voilà, on ne se sente pas en adéquation avec le sexe qui nous a été assigné à la naissance, en fait, a quand même fait son chemin dans la société. Et donc, du coup, voilà, il y a aussi un champ des possibles qui s'est très largement ouvert pendant cette dernière décennie et qu'on retrouve en éducation avec des collègues qui mettent en place des projets de toutes sortes, une effervescence féministe très importante dans les établissements scolaires, des clubs anti-discrimination, des expos, enfin toutes sortes de discussions dans les classes, en dehors des classes, voilà, avec tous les personnels d'ailleurs des établissements. Et évidemment, dans le même temps, on a une contre-offensive qui s'est aussi restructurée, réorganisée, reconfigurée avec ce projet politique d'extrême droite fasciste qui monte aussi très fort dans la société. Et effectivement, l'enjeu, l'éducation est absolument centrale dans le projet politique, dans l'idée de faire des enfants blancs dans le cadre de couples hétérosexuels. Et donc, du coup, les questions féministes et évidemment, les féministes et toute forme de militance LGBTQIA+, sont évidemment très largement vilipendées dans une approche en plus raciste, xénophobe et islamophobe. Donc il y a eu toute une reconfiguration de leur discours, et concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ça s'est structuré, y compris à l'échelle internationale. Donc ça, j'introduis aussi cette idée-là parce qu'elle me semble vraiment importante, c'est-à-dire que des parents ont été organisés, par exemple, via Éric Zemmour. Vous en avez sans doute entendu parler, les parents vigilants qui prenaient modèle sur les Moms for Liberty, qui avaient soutenu aussi la campagne de Trump. Donc, et on retrouve le même type de dynamique en Argentine, par exemple, contre l'ESI, l'éducation sexuelle intégrale, qui existe depuis 2006. Et on voit bien qu'il y a une structuration, une circulation internationale de la contre-offensive réactionnaire, et toute une myriade de groupes qui se forgent un peu partout au moment où, du coup, les VARS, où il a été décidé de faire un programme et non plus seulement une expérimentation, de manière à justement formaliser un tout petit peu cet enjeu autour de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, sachant que, évidemment, c'est pas non plus une question nouvelle, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est une question qui remonte au début du XXe siècle. Il y a toujours eu une tension entre qu'est-ce qui relève de l'école, qu'est-ce qui relève des familles, et bon, ça se reconfigure simplement aussi dans le temps en fonction de la situation politique là qu'on connaît. Et donc du coup, en gros, ce livre qu'on a fait, il répond précisément à un besoin qui est que dans toutes les villes, pas mal de collègues ont été confrontés à des situations pas forcément toujours évidentes, liées soit au fait que des parents avaient entendu parler de choses, ou liées au fait que il y avait des groupes comme les Mamans Louves, les parents vigilants, les parents en colère, tout un tas je vais pas tous les citer, mais qui éventuellement avaient mené quelques actions. Et donc notre objectif, c'était vraiment de essayer de saisir un peu de quoi il retourne. Et là encore, moi vous
vous avez compris, je ne suis pas journaliste, mais je trouve que c'est bien de discuter ensemble. Mais quand Zemmour avait dit il y a 6000 parents vigilants, en 2023, en novembre 2023, il avait dit aux parents vigilants, présentez-vous sur les listes des élections aux parents d'élèves, et il avait annoncé en novembre 6000 parents vigilants. Eh bien, vous avez évidemment, c'est évidemment performatif, c'est-à-dire que l'idée, en fait, il n'y a aucune enquête quantitative précise qui peut dire il y a 6000 parents vigilants. C'est complètement nébuleux, on n'a aucune certitude de rien. Simplement, quand il l'annonce et que c'est repris à grand renfort de médias Bolloré, eh ben, ça produit aussi l'idée que il y a 6000 parents vigilants, il peut y en avoir d'autres, etc. Donc ça, c'est évidemment un enjeu auquel nous, on est confrontés très concrètement dans l'éducation nationale. Et donc l'idée, c'était de faire redescendre par rapport à ça et de voir précisément ce qui se jouait. Et donc l'année dernière, il y a des étudianteux qui sont dans le master genre de l'EHESS qui ont passé du temps avec la FSUS NUIPP, qui est un syndicat très implanté sur l'ensemble du territoire, de manière à étudier précisément les saisines de ce syndicat relatives à l'EVARS. Et en fait, ce qui apparaît dans cette petite enquête, évidemment, tout ça, ça reste aussi à prouver. Si on avait plus de moyens, on pourrait le faire encore davantage. Mais c'est que la plupart de ces saisines, en fait, ce sont des parents qui doutent, qui se posent des questions. Et les groupes constitués, dont on a l'impression qu'ils sont partout, en fait, ils sont très peu là concrètement au quotidien. C'est plutôt des parents qui ont entendu parler, ont vu passer une vidéo, se demandent d'où sort cette vidéo. Et donc, et viennent du coup voir les personnels pour leur dire qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vraiment vous apprenez la masturbation à 3 ans, la fellation à 4 ans, la sodomie à 5, parce que c'est précisément ça qu'il y a évidemment dans leur tract, et là encore, je ne caricature pas, j'ai toutes les preuves de ça. Donc voilà, en fait, c'était vraiment l'idée de rendre compte de ça. Alors on se retrouve maintenant dans une situation qui est un tout petit peu différente, au sens où depuis la rentrée et la mise en œuvre donc, de l'EVARS, donc là, il y a plusieurs nouveaux défis. C'est le premier étant l'absence de formation proposée par l'Éducation nationale pour accompagner évidemment l'ensemble des collègues dans ces séances, dans la réalisation de ces séances. Ce qui fait qu'on a beaucoup de collègues qui sont vraiment en plein désarroi et qui se sentent pas forcément légitimes pour aborder toutes sortes de questions qui vont évidemment de façon, je vais pas vous raconter les VAR, ça va être trop long, mais bon, qui sont adaptés à l'âge, comme vous le savez, etc., etc. Et donc, on est dans une situation où il y a un peu eu une annonce, on a un programme, mais en fait, on n'a pas forcément les moyens de mettre ça en œuvre. Et donc, notamment les organisations syndicales sont absolument pivots aussi là-dessus, puisque les formations qu'on fait dans les cadres syndicaux, entraînent des centaines de collègues en fait, qui sont vraiment demandeurs, demandeuses de ce type de formation. Et l'absence de moyens aussi pose une nouvelle question, c'est le suivi des signalements qui peuvent émerger du fait de l'EVARS, qui aussi faisait peur, évidemment, à la contre-offensive réactionnaire. C'est-à-dire que vous imaginez bien que quand on parle de consentement avec des élèves et quand on leur dit que, par exemple, un adulte n'a pas le droit de toucher leurs parties intimes et qu'ils s'aperçoivent que dans leur vie, ils ont été confrontés à ça d'une façon ou d'une autre et qu'ils viennent voir le personnel pour lui dire en fait, voilà, soit ma copine, soit mon copain, soit moi, on a touché mes parties intimes sans mon consentement, et que du coup, il y a un signalement qui s'opère et qu'il y a peu de suivi. Là, on est dans une situation où les collègues ont vraiment aussi du mal à gérer la situation par rapport à ça, et parlent même carrément de maltraitance à plusieurs endroits. Et du point de vue de la... Je suis en tunnel, là, c'est ça. Du coup, justement. Et pour terminer sur la contre-offensive réactionnaire, évidemment, on a aussi cette impression qu'il y a une forme de reconfiguration de cette contre-offensive qui s'engouffre dans les VARS, qui se dit, il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a des associations. Je sais qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites d'ailleurs grâce au Fonds pour une presse libre, avec peut-être des collègues qui sont présentes. Et qui, du coup, viennent intervenir avec des discours anti-IVG, des discours LGBTQIA+, phobes, etc., dans les établissements, ce qui pose évidemment plein de soucis. Non, c'était pas un tunnel, c'était très intéressant. Et c'est très intéressant de décortiquer les paniques morales aussi, comme tu le fais. On va en reparler en plus de la contre-offensive réactionnaire. C'est juste que je me dis, ce serait bien qu'on ait un temps aussi d'échange avec vous,
Donc peut-être qu'on continue encore un petit quart d'heure et qu'après on prendra des questions avec vous. Léane, toi, dans les moments marquants féministes de ces dernières années et extrêmement médiatisés, il y a eu le procès Pellico. Tu nous disais, quand on préparait cette table ronde, que toi, tu avais regretté que ce ne soit pas un moment qui a été davantage politisé par les médias. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là, de pourquoi il était important et sacrément politique ? Ouais, je pense pour revenir un peu sur encore les marges de progression qu'il y a dans le traitement médiatique de ces enjeux-là. Il y a eu beaucoup de bruit médiatique autour de l'affaire Pellico. J'imagine que tout le monde ici sait de quoi il en retourne. Mais en fait, il y a eu très peu d'espace pour interroger les conditions matérielles qui ont fait qu'une telle affaire a pu arriver à Gisèle Pellico. Et je trouve que c'est aussi dans l'intérêt général et dans les missions que devraient avoir les médias, le fait de pouvoir interroger qu'est-ce qui, dans l'organisation sociale de nos sociétés, fait que c'est arrivé à Gisèle Pellico. Et personne, par exemple, n'a interrogé en quoi la structure de la famille nucléaire, c'est-à-dire un père, une mère et des enfants qui vivent sous le même toit dans un habitat isolé, en quoi cette architecture-là, ce mode d'organisation-là, a causé aussi les violences qu'ont subies Gisèle Pellico. Si elle avait été dans un habitat plus partagé, avec des colocataires, avec bien sûr une intimité à elle, mais avec des gens qui peuvent veiller sur elle, qui sont là autour d'elle, eh bien, ils se seraient rendus compte du problème. C'est aussi l'isolement dans la structure nucléaire qui fait que les femmes sont en danger. Aujourd'hui, c'est pour les femmes cisgenres, la plupart des violences qu'elles vivent, c'est à l'intérieur du foyer, c'est chez elles. Pourtant, tout est fait pour leur dire que c'est là qu'il y a le cocon, qu'il faut rester chez soi, etc. Et j'ai regretté qu'effectivement, sur cette séquence, il y ait peu d'espace pour interroger réellement cette affaire qui pourtant a fait un bruit international et dont on a énormément parlé. Et je trouve que c'est ça encore qui a une marge de progression. Bien sûr, des médias comme La Déferlante, comme Problématique et beaucoup d'autres essayent d'investir ces espaces-là. Mais dans la presse dite plus généraliste, c'est encore très rare. Mediapart, avec Marie Turcan, m'a interrogée justement sur ce sujet-là et j'ai pu aborder ces thématiques-là. Mais à ma connaissance, ça a été fait dans très peu de médias non spécialisés. Et vraiment, cette question de l'architecture, de l'organisation sociale, enfin vraiment de comment nos conditions matérielles sont aussi responsables des violences sexuelles, elle est très peu interrogée. Et là, ça fait déjà une décennie qu'on est à MeToo. Tout le monde sait, en tout cas pour ceux qui veulent bien entendre et écouter, que les violences c'est mal, qu'il faut les dénoncer, mais du coup comment on réorganise une société dans laquelle les femmes peuvent à la fois investir l'espace public et l'espace privé de façon pérenne et de façon épanouissante et sans violence, c'est des choses qui sont très peu faites. Et je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'on est encore beaucoup dans la démonstration de on est contre, c'est très bien, mais on est pourquoi et quelle société nous fait rêver, quelle société peut être mise en place, parce que c'est des possibles qui sont réellement possibles si on se donne les moyens déjà d'ouvrir ces espaces d'échange-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de manques, mais c'est pas de la faute forcément des féministes du tout, c'est pas ce que je dis, c'est juste qu'on nous prend pas encore, j'ai l'impression, suffisamment au sérieux pour considérer que les féministes, c'est pas juste elles sont contre les violences sexistes et sexuelles, elles ont un regard sur le monde, elles ont des choses à dire sur l'organisation sociale, elles ont des choses à apporter dans la politique, la petite et la grande à l'échelle locale, nationale, internationale. En fait, on a un prisme sur notre organisation sociale et qu'on a besoin de ces prismes-là pour créer une société pérenne pour demain. On n'est pas juste là pour dire aux hommes « arrêtez de nous violer ». On a des revendications, on a des idées pour créer une société désirable pour tous. Et ça, je pense que cet espace médiatique-là, il nous manque encore cruellement et on n'est pas encore prise assez au sérieux pour être des interlocutrices politiques respectées pour le prisme et l'expertise et les propositions qu'on a sur la société actuelle. Ouais. À quand un parti féministe ? C'est ça qu'il nous faudrait. Lénaïque, dans le livre MeToo que tu as coordonné, tu documentes aussi le backlash auquel font face les féministes aujourd'hui. Je dis deux mots de ce concept qui a été théorisé par l'autrice féministe états-unienne Suzanne Faludi, qui explique que chaque
avancée féministe est suivie d'une contre-offensive réactionnaire, on en a parlé, qu'elle qualifie, Suzanne Faludi, de revanche. Il y a eu quelques avancées ces dernières années en France. On peut citer l'inscription du non-consentement dans la loi, la constitutionnalisation de l'IVG. Est-ce que toi, tu dirais qu'on est dans un moment de backlash aujourd'hui, post-MeToo? On n'a toujours pas défini si on était en post-MeToo ou pas. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en tout cas, backlash ou pas, les résistances sont aussi fortes? Ouais, alors moi, j'utilise pas trop le terme de backlash parce que on sait que ça existe, on sait que l'histoire du féminisme et l'histoire des conquêtes des droits des femmes et des personnes et de toutes les personnes minorisées par ailleurs sont faites de conquêtes et de résistance et de recul, puis de reconquête, etc., etc. Reconquête, bon, pardon, sans hommage à Éric Zemmour, bien entendu. Décidément, on est dimanche, ne m'en voulez pas. Bref, on sait que ça se passe dans l'histoire. Et dès que MeToo a commencé, le MeToo post-2017, donc ça devient un mouvement mondial, social, massif, dès ce moment-là, des féministes ont commencé à dire au bout, je sais pas, de 2 mois, 6 mois, ça y est, c'est le backlash. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a eu une expression politique hostile à ce qui se passait, tout de suite, on était déjà dans le backlash. Ça se comprend puisque c'est historiquement ce qui se passe à chaque fois. Mais moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une incompréhension de ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que c'est pas l'expression de résistance, le recul en arrière. Le recul en arrière, c'est quand matériellement, les conditions d'existence des gens se dégradent. C'est pas juste que des gens s'expriment contre. Et moi, je ne sais pas aujourd'hui si les conditions matérielles d'existence se dégrade, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est parfois le cas. Si on prend le cas du droit à l'accès, pas uniquement du droit, mais l'accès réel à l'avortement aux États-Unis, il y a une dégradation de ce droit. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, ça recule. En France, les difficultés budgétaires et les coupes budgétaires dans tous les services publics engendrent, et je ne parle même pas des associations féministes, de prévention des violences, des dispositifs existants, font que, de fait, les politiques publiques de prise en charge et de prévention se dégradent. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose que de voir des mouvements politiques s'exprimer contre MeToo, contre les droits, parce que c'est précisément leur raison d'être, c'est-à-dire découvrir que l'extrême droite est hostile aux droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, n'est pas une surprise. C'est au cœur, évidemment, c'est au cœur de leur politique, puisque le cœur de l'extrême droite, c'est de prôner des politiques d'inégalité ethno-raciale, d'inégalité de genre, etc., etc. C'est le cœur de leur programme, c'est l'inégalité. Donc à partir de là, il n'y a aucune surprise à ça. Et par ailleurs, il n'y a non plus aucune surprise à ce que ce mouvement social aussi suscite des résistances, puisqu'il fait vaciller des positions de pouvoir. On le dit depuis des années et des années et des années, les violences sexuelles ne sont pas une question de sexualité, mais de pouvoir et de domination. C'est un des outils à la disposition des dominants pour exercer cette domination. À partir de là, il est évident que des personnes ont intérêt à ce que ce système perdure, puisqu'elle vient conforter et assurer une position de pouvoir. Ça fait un peu comme ça ce que je dis, mais c'est factuel. Et donc, à partir de là, il y a forcément d'énormes résistances. Et ces résistances s'organisent. Et aujourd'hui, il faut bien dire que dans le monde, en Europe, en France, elles ont le vent en poupe, ces organisations politiques. Ce camp politique-là, est favorisé. Alors, dans le champ médiatique, Fanny Gallo a évoqué tout à l'heure les médias Bolloré, mais les médias Bolloré qui, par ailleurs, infusent tout le reste du champ médiatique, parce que si ça restait qu'aux médias Bolloré, déjà, ce serait un énorme problème vu ce qu'ils représentent aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils fixent une partie de l'agenda médiatique et du débat médiatique qui fait que, du coup, on sent bien que la manière d'aborder les sujets infuse jusqu'à très, très loin. Très, très loin. Voilà. Enfin, j'espère que ça s'arrête à Mediapart quand même, mais très, très loin. Et à d'autres, je veux dire, évidemment. Mais donc, tout ça pour dire que, du coup, dans ce contexte, on est face à une hostilité extrêmement forte. Extrêmement forte. Ce que sera le résultat de ça, franchement, je suis incapable de le prédire et je voudrais pas non plus être défaitiste par avance. Les mobilisations, les mouvements, par définition, ils sont faits par les gens. Et donc, ce que ça donnera politiquement, ce que ça produira, moi, je pense que on n'est pas déjà dans l'histoire inverse, on n'est pas déjà dans le recul. Enfin, il y a des reculs, il y a des sources d'inquiétude extrêmement fortes, il y a des résistances hyper violentes, y compris dans la rue.
et on le voit bien sur les mobilisations d'extrême droite, bah voilà, on est à Rennes, et ceux qui vivent dans cette ville le savent très bien, que, y compris même à Rennes, il y a des groupes d'extrême droite qui aujourd'hui occupent l'espace public qu'ils ne faisaient pas avant. Je me permets de le dire parce que je vivais ici il y a très longtemps, et ce n'était pas le cas à l'époque, mais ça montre bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et que voilà, tout ça, bah, c'est pour moi, les dés sont pas jetés, mais c'est évidemment une source d'inquiétude et même d'enquête concrète. C'est-à-dire que on le voit, et on voit aujourd'hui des féministes, des gens investis sur ces questions, dont les conditions de militantisme ou d'intervention sur ces sujets sont de plus en plus difficiles. Et j'avais juste un mot à dire. Est-ce qu'on est après MeToo sur la vague féministe? Quand même, je tiens à rappeler que le mouvement féministe est aujourd'hui le mouvement qui met le plus de personnes dans la rue en France actuellement. Donc en vrai, c'est nous qui portons les autres mouvements sociaux pour l'instant, et je pense que c'est bien de le remettre à sa juste place quand même, même s'il y a eu bien sûr la mobilisation des retraites, mais qui dans plein de villes, notamment à Bordeaux, a été organisée par les féministes. Ça aussi, c'est intéressant. Et je pense qu'on n'est toujours pas du tout dans l'après-MeToo aussi, parce qu'il y a énormément de questions qui sont pas du tout réglées, notamment sur comment on recrée un cadre sécurisant dans la sexualité, mais avec vraiment des questions hyper complexes et tout, dans le cadre du BDSM, dans plein de pratiques, etc. On est encore des bébés sur ces questions-là. Il y a beaucoup de chantiers à faire sur ces enjeux-là. Et pour moi, il y a encore beaucoup à faire, quoi. Léane, tu vas garder le micro parce que justement on parlait des forces réactionnaires. Toi, ton dernier ouvrage porte sur les femmes au cœur de l'extrême droite. Tu montres qu'il y a de plus en plus de femmes qui incarnent, qui sont leaders d'extrême droite. En Europe, on peut citer Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Alice Weidel en Allemagne. Mais il y a aussi de plus en plus d'électrices. Tu donnais ce chiffre de 53% des femmes blanches états-uniennes qui ont voté pour Donald Trump à la dernière élection. Comment est-ce que non, vous voulez dire dans celles qui ont voté? Oui. Ouais. Comment tu expliques ce paradoxe de femmes qui défendent un projet que Lénaïque a bien résumé, complètement sexiste, misogyne, et pourquoi est-ce qu'elles le défendent? Pourquoi est-ce qu'elles votent pour? Alors pour aller très vite, parce que certaines ont des intérêts de classe ou des intérêts liés à leur blanchité qu'elles considèrent être supérieures aux intérêts de genre. Donc, c'est-à-dire elles pensent qu'elles ont plus à gagner à maintenir le système raciste, de classe, etc. parce qu'en tant que bourgeoises et ou blanches, elles pensent qu'elles ont plus de bénéfices à tirer de ce système-là qu'à remettre en question les normes de genre dont elles sont victimes par ailleurs aussi. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'elles se voient d'abord comme dominantes avant d'être victimes. Et ensuite, il y a eu des journalistes qui sont intéressés, par exemple, aux femmes qui ont voté pour Donald Trump, qui leur ont demandé mais pourquoi, malgré tout ce qu'ils ont dit et tout, vous votez? Et en fait, elles ont vraiment cette idée que ils parlent des mauvaises femmes, ils parlent des autres femmes. Moi, je fais tout bien comme il faut, avec cette croyance dans le monde juste, et donc ça ne va pas m'atteindre. Et puis moi, je vais pas avoir des rapports sexuels n'importe comment, donc je vais pas avoir besoin de l'IVG, je vais pas avoir besoin de ci, de ça. Enfin, je fais tout bien. Donc c'est en fait essayer d'adhérer à ce qu'on appelle la féminité conventionnelle. C'est ça que dans les vigilantes, je parle de contrats de vigilance où l'extrême droite demande aux femmes qui adhèrent à leurs idées d'être vigilantes envers elles-mêmes et vigilantes envers les autres femmes, à les contrôler, à les surveiller. Donc surveillante d'elle-même et surveillante des autres, d'où les vigilantes comme vigie, et par rapport au vigilantisme aussi, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Mais vraiment, il y a cette idée de contrat que ces femmes-là pensent que de toute façon, elles ne peuvent pas changer le système, qu'on sera forcément dans le capitalisme, du coup qu'il y a un gâteau qui est à partager et qu'il faut prouver que nous, on mérite les quelques miettes plus que les autres, puisqu'on ne voit pas que les milliardaires derrière, ils ont les 100 000 gâteaux de confisqués et on se concentre sur ces miettes-là. Voilà pour le dire très rapidement. Peut-être qu'on peut prendre un moment d'échange avec vous, comme il nous reste une petite demi-heure, là, qu'on puisse, si vous avez des questions. Chloé, c'est toi qui fais passer le micro, c'est toi, il y a quelqu'un là-haut. Et j'avais juste une phrase à rajouter par rapport à ça. C'est aussi par rapport au journalisme.
Enfin, je trouve que l'humanité, ils ont fait un glow-up de ouf là ces dernières années. Enfin, ils font vraiment du meilleur travail sur plein d'aspects. Mais c'est vrai qu'ils ont sorti beaucoup d'articles là en disant qu'ils étaient les premiers à s'intéresser à Némésis, avec des révélations comme quoi Némésis serait une association. Donc Némésis, qui est un groupe identitaire qui est impliqué dans l'affaire Quentin Desranques à Lyon, et comme quoi ils auraient découvert que Némésis était une association dont vous pouvez défiscaliser les dons, etc. On le dit depuis 2020. Mais en fait, il a fallu que ça touche à des hommes antifa, j'ai l'impression, pour que certaines rédactions s'emparent du sujet, alors que ça fait 6 ans qu'on en parle. Voilà. Je voulais juste faire... Mais bravo l'UMA, mieux vaut tard que jamais. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Bonsoir, ou bonjour plutôt. J'avais une question qui, je pense, pourrait être intéressante à creuser, à savoir quelle est la position des féministes, mouvement féminisme, par rapport à la justice. Parce qu'en fait, je me retrouve à devoir porter plainte pour en fait harcèlement sur le web et empêchement de pouvoir travailler. Et en fait, je m'aperçois en fait que c'est l'État qui est derrière ça. Et il y a une volonté de me silencier, une volonté de me diffamer, une volonté de me discréditer dans ma profession, socialement, etc. Donc c'est même personnellement en tant que maman. Et donc personnellement, je me retrouve de plus en plus isolée. Et le fait de devoir porter plainte, et que c'est classé sans suite constamment, j'ai voulu faire aussi une démarche auprès du CNDCD, c'est la Commission européenne des droits de l'homme. Et là aussi, j'ai encore été déboutée parce que le document ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Bref, donc il va falloir que je le recommence. Et je ne trouve pas d'avocat. Je ne trouve pas d'organisme qui peut m'aider et me soutenir. Je ne trouve rien autour de moi. Et je suis constamment isolée. Et j'ai beau m'adresser aux associations féministes, et là c'est pareil. Mais c'est pareil parce qu'en fait, je ne sais pas si les personnes qui sont en face de moi sont les vraies. Je ne sais pas si on peut... Ouais, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément de position du mouvement féministe sur la justice. Enfin, en fait, il y a des courants après au sein du féminisme. Mais peut-être pour parler de la justice, Lénaïque, que tu peux dire un mot de... quand même, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais des défaillances aujourd'hui pour les femmes qui, justement, portent plainte, qui sont victimes. De fait, voilà, les statistiques sont là. On sait très bien que le traitement policier et in fine, surtout judiciaire, parce que c'est quand même là où ça se joue, est aujourd'hui extrêmement défavorable, je ne sais pas comment le dire autrement, voilà, puisque le taux de classement reste extrêmement fort, et surtout que ça ne bouge pas, c'est-à-dire que c'est un peu d'ailleurs comme les chiffres sur les violences, ça n'évolue pas tellement favorablement à ce jour, donc on ne sait pas encore si c'est parce que il y a un temps de réaction voilà, lié, où il faut attendre un peu, ou si parce qu'en fait c'est titanesque, c'est-à-dire que ce qui est plutôt, je vous le cache pas, ma position a priori, mais je dis juste avec prudence parce que voilà, il faut quand même pas non plus proclamer la vérité avant de l'avoir vue, c'est-à-dire que on voit bien que l'institution judiciaire est une des institutions, il y a une avocate qui s'appelle Laurel Questio qui travaille beaucoup sur ces questions, qui le dit souvent, une des institutions les plus patriarcales de la République. Et ma collègue Marine Turki à Mediapart, qui en a fait un livre, le documente très bien vraiment comment à tous les étages, en réalité, la parole des femmes et des victimes plus généralement en réalité est discréditée. Discréditée au sens où par avance, elle est prise comme mensongère. Et ça, c'est encore le cas. C'est-à-dire que l'idée de la petite menteuse, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'une journaliste, est vraiment le stéréotype extrêmement puissant dans la tête et dans les têtes, y compris des gens qui ont à juger. Et ça, on voit aujourd'hui. Et l'autre problème aussi, je trouve, et j'y pensais en écoutant tout à l'heure Liana Lestra parler de pourquoi on n'entend toujours pas les féministes comme des interlocutrices crédibles, intéressantes pour penser une autre société. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'on est enseveli de continuer,
par les constats successifs de la catastrophe dans laquelle on vit. Je m'explique. Au moment, pas souvent au journal, on essaye de se dire bon, il faudrait quand même, au lieu de, voilà, c'est super, on raconte les violences sexuelles, à quel point elles sont massives, on continue à faire ce boulot, on va continuer à le faire, c'est essentiel. Mais on se dit, on aimerait bien aussi poser des questions, questionner leur traitement, par exemple. Imaginons, si on suivait ce qu'Emmanuel Macron a dit, même si je crois que plus grand monde a envie de le suivre, si on suivait ce qu'il a dit, il faudrait que tout le monde porte plainte. Imaginez une seconde, la société française, demain matin, si toutes les victimes de violences sexuelles allaient au commissariat pour porter plainte. Mais je vous le dis, ce pays s'arrête. Non mais c'est vrai, il s'arrête. Voilà. Et voilà, il y a des files d'attente de mois entiers devant les commissariats. Et je ne vous parle même pas des tribunaux. Et même si on ajoutait des moyens pour la justice et pour la police et tout ça qui en manque réellement, il n'y a pas de problème. Et qu'on forme mieux les gens et que machin. En fait, c'est impossible. C'est tellement massif que la seule solution ne peut pas être une réponse pénale et judiciaire. Ça veut bien dire qu'il faut penser autrement la société, autrement les rapports sociaux. Mais que pour ça, on a du mal à poser ça parce qu'on est toujours consterné de la gravité de la réalité dans laquelle on est pris. Et je dis ça, je me souviens très bien d'un exemple. Un jour, on avait invité à Mediapart Ovidie, qui travaille beaucoup sur ces questions et tout ça, et qui travaille notamment, qui réfléchit notamment à la place de la prison. Ça fait parmi les débats chez les féministes, il y a la question de la prison. Est-ce qu'il faut alourdir les peines sans cesse? Est-ce que la prison, c'est vraiment une solution, etc., etc. C'est vraiment un débat que moi je trouve extrêmement intéressant. Et on l'avait invitée pour parler de ça parce qu'elle avait co-réalisé un documentaire sur l'affaire du 36 quai des Orfèvres, qui était une histoire d'une touriste canadienne qui a donc... je ne sais pas ce qu'on peut dire, parce que ils ont gagné, donc qui a accusé de viol plusieurs policiers au 36 quai des Orfèvres, qui est le siège de la police judiciaire à Paris. Et elle fait ce documentaire parce que c'était vraiment un documentaire d'une errance, enfin le récit d'une errance judiciaire hallucinante, pour finir par une condamnation aux assises finalement. Et le documentaire sortait à l'occasion du procès en appel. Mais que s'est-il passé en appel? Il se trouve que les policiers ont finalement été graciés, enfin on ne dit pas graciés, ont été acquittés. Ont été acquittés avec une motivation de jugement, enfin voilà, digne de la culture du viol la plus classique. Et du coup, on a invité Ovidie pour discuter la prison, la prise en charge de la prison, la réponse carcérale, la réponse pénale, etc. Et en fait, on a été obligé d'avoir une discussion sur la justice qui acquitte des policiers malgré un faisceau de preuves important, etc., etc. Et je trouve qu'on est souvent en fait dans cette contradiction, c'est-à-dire que c'est tellement catastrophique la situation qu'on a du mal à penser autrement et réfléchir autrement, y compris la justice, y compris la prison, y compris tout ça, parce que voilà, la réalité du quotidien, elle est encore vraiment trop difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Devant, Charlotte. Bonjour. Depuis tout à l'heure, je cherche à comment je vais la formuler. La plus claire et synthétique possible. Lorsque vous évoquiez tout à l'heure la question de lutter contre le féminisme, alors qu'il y avait la notion de proposition et d'être pour. Voilà. Et de là, ça m'a amené dans la réflexion. Et ma question est la suivante. J'aurais souhaité avoir votre point de vue sur ce que moi j'en perçois de la montée du masculinisme qui prend, de mon point de vue, une place tout de même assez importante, et d'autant plus où j'ai 50 ans et sur la question féminisme, on vient toujours parler des extrémistes féministes, enfin, il y a quelque chose qui était de contre des femmes contre les hommes, et ça part aussi forcément d'éducation, de l'information, de la communication, etc. Mais du coup, là, moi, ce qui me faisait peur dernièrement, c'était plutôt cette montée du masculinisme qui prenait une place très importante. Et je ne sais pas s'il y a des études, s'il y a des choses là-dessus. J'aurais voulu avoir votre point de vue, en fait. Qui veut répondre? Dans quelle mesure s'en inquiéter? Effectivement, oui, il y a pas mal d'études en cours, hein, notamment
par exemple Anja Durovic, il y a aussi Mélanie Gaurarier qui travaille dessus depuis longtemps. Enfin bon, il y a plusieurs recherches, là je dis spontanément ce qui me vient. Et effectivement, ça s'inscrit complètement dans le projet politique de l'extrême droite. La montée du masculinisme, puisque c'est l'idée du retour à un ordre ancien dans lequel les hommes étaient dominants. Et donc, voilà, ça dit, c'est un projet, c'est pas seulement. Moi, je voulais revenir aussi sur la notion de backlash. Je pense que le problème de la notion de backlash, c'est qu'elle sous-entend que globalement, on irait trop loin et que du coup, elle peut nous conduire à nous dire on est allé trop loin et donc il y a une contre-offensive. Et en fait, en réalité, il ne faut pas oublier que c'est un projet politique général d'extrême droite, un projet fasciste qui, du coup, intègre les paniques morales qui sont liées à nos combats pour les émancipations. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, c'est nos combats qui produisent leur panique. Et ça, c'est précisément... voilà, c'est aussi une manière de se donner confiance dans la manière dont nous, on avance sur nos combats pour l'émancipation, l'ouverture du champ des possibles, etc. Simplement, leurs paniques, elles sont organisées, structurées dans un projet politique. C'est pas il y a un projet politique, il y a des projets politiques d'extrême droite, et je pense que la notion de backlash, elle permet pas de comprendre ça, et en plus, elle isole les questions féministes du reste du projet politique. Et donc, du coup, la question du masculinisme, elle fait partie intégrante de ce projet politique d'extrême droite. Et c'est vrai que c'est une difficulté à laquelle on est confronté, et y compris, tout à l'heure, moi, je parlais d'éducation, énormément, de plus en plus au collège, au lycée. En même temps, ce qui me semble vraiment important aussi de souligner, c'est la polarisation qu'il y a dans les classes. C'est-à-dire, et qu'il y a aussi dans la société. C'est ce que disait Léane aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que on est aussi dans un moment où il y a des prises de conscience féministes à une échelle de masse qui continue justement même d'aller toujours plus loin finalement sur plein d'aspects, comme on peut le voir dans les librairies. En quelques années, on a des rayons entiers, alors qu'il y a même 7 ans, il n'y avait rien en fait. Donc il y a aussi toute une accélération, y compris de changement de paradigme, d'avancée, etc., qui à mon avis est très riche. Et donc ça se voit aussi dans les classes, par exemple. C'est-à-dire que dans les classes, on a des garçons qui nous disent que nos statistiques, par exemple les statistiques que moi je montre sur l'orientation scolaire et comment elle est genrée, qui sont les statistiques officielles, ces statistiques sont faux. Donc évidemment, c'est un moment... C'est pas évident, c'est-à-dire que quand on s'appuie sur les recherches, on est aussi évidemment confronté à ça, puisque ça vous aura pas échappé que les sciences humaines et sociales sont aussi mises à l'index très largement aujourd'hui en France, et pas seulement aux États-Unis, notamment sur les questions de genre, sur les questions ethno-raciales, etc., etc. Donc du coup, quand on fonde notre propos sur des recherches, sur des choses qui sont liées à des enquêtes précises, etc., on peut quand même se trouver mis en cause par justement, du fait de cette offensive masculiniste. Mais je pense qu'il faut aussi vraiment ne pas oublier la polarisation qu'il y a et en même temps, du coup, la manière dont les féministes aussi avancent sur l'ensemble de ces questions. Là, ce que je dirais. Et pour compléter sur le masculinisme, déjà il y a plein de choses. Francis Dupuy-Derry, qui est un sociologue spécialisé sur la question, a montré que depuis l'Antiquité, quand les femmes réclament des droits, il y a de la victimisation de la part des hommes, et donc ce qu'on pourrait grossièrement appeler du masculinisme. Donc c'est important de comprendre que le masculinisme, c'est un mouvement réactionnaire dans le sens en réaction à. Il n'y a pas de masculinisme s'il n'y a pas des féministes qui sont en train justement d'avancer dans la société. C'est toujours une politisation victimaire anti-féministe, donc ils sont aussi la preuve qu'on avance. Et aussi, ils sont là un petit peu plus médiatisés, donc la prise de conscience commence à prendre. Mais nous, par exemple, en tant que jeunes médias féministes et tout, pendant les confinements qui étions sur les réseaux sociaux, on se faisait harceler tous les jours par des masculinistes qui recrutaient les futurs militants d'extrême droite
droite à ce moment-là pendant le confinement sur les réseaux sociaux via le harcèlement des féministes. Ils prenaient une féministe tous les soirs à 20h, ils arrivaient à 300 pour l'insulter en masse, et on savait que ça allait être nous potentiellement le lendemain, etc., pour créer aussi ce sentiment d'être traqué en permanence. C'est des sujets qui n'ont pas été vus comme des sujets de journalistes intéressants à l'époque, alors que pourtant on avait Mila qui était sur tous les plateaux, donc on parlait de cyberharcèlement, mais pas quand ça touchait les féministes, alors que c'était massif à ce moment-là. Mais pour vous dire, même dans les classes, Raptor Dissident, Valek, etc., ces youtubeurs ultra masculinistes, ça fait quand même plus de 10 ans, 15 ans qu'ils sont forts, mais on n'en entend parler que maintenant, et il y a encore beaucoup à faire. Là, par exemple, il y a eu un double féminicide d'un homme qui, si je dis pas de bêtises, était ex-gendarme ou policier, ouais, et qui, on le sait, était dans des groupes masculinistes, et c'est pas encore qualifié médiatiquement comme un féminicide à motivation idéologique qui est du coup lié au masculinisme. Voilà, mais je pense que c'est très important toujours de rappeler que les masculinistes sont liés au grand écosystème de l'extrême droite, ce qui ne veut pas dire, attention, qu'il n'y a pas à gauche des hommes qui sont sensibles à certaines idées masculinistes, même dans les courants antiracistes ça existe aussi, mais aujourd'hui les groupes vraiment masculinistes principaux sont articulés à l'extrême droite, et c'est important de le rappeler, on le voit très bien aux États-Unis notamment. Merci. Il y a... Bonjour, merci pour vos présentations et vos interventions, c'était hyper riche. Moi, la question que je voulais poser, ça fait suite un peu au paradoxe, notamment, en fait, qu'est-ce qu'on fait de la haine des femmes quand on est une femme ? Est-ce qu'on doit détester nos mères ? Comment on gère ça ? Et surtout, est-ce que par rapport au-delà de, on va dire, modèle social, comme est-ce qu'on déteste sa mère ou pas, est-ce qu'on les associe Aurore Berger de la même manière ? Voilà, qu'est-ce que vous pensez ça dans les luttes féministes actuelles ? J'en profite pour dire qu'il y a un très beau livre qui vient de sortir aux éditions de Victoire Toyon qui s'appelle Les Renversantes, et le bouquin s'appelle Pardonner à nos mères, de Claire Richard. Alors, est-ce qu'il faut détester nos mères ? Non, évidemment, mais je pense quand même que sur tout ça, ça fait encore partie. Par exemple, sur quitte de la question de l'inceste et des mères incestueuses, ça, c'est des choses qu'on a pas du tout commencé à aborder, mais parce qu'en même temps, comme on le disait tout à l'heure, il y a déjà tellement à faire, etc. Mais du coup, oui, pardonner à nos mères et aussi pouvoir prendre la position maternelle dans toute sa complexité, dans tous les paradoxes qui existent. J'en parle un peu, il y a un chapitre dedans dans Les Vigilantes justement sur cette question-là, parce que moi je lis beaucoup à la fois féminisme, droit des enfants et droit des femmes et droit des mères, en montrant comment c'est franchement une même matrice, et si les droits des enfants reculent, les droits des mères et des femmes reculent, si les droits des mères et des femmes reculent, les droits des enfants reculent, et pareil pour les LGBT d'ailleurs. Donc tout ça est lié. Et sur est-ce qu'il faut détester Aurore Berger, oui, parce que Aurore Berger se bat contre les femmes. Enfin, et depuis très longtemps, elle était dans la Manif pour tous, elle s'est jamais revendiquée féministe, elle a commencé son engagement politique à l'extrême droite, elle est impliquée dans des scandales liés aux crèches, elle se bat aussi contre les mères, je pense que c'est important de le dire. Je vous invite à aller voir les enquêtes qui sont sorties sur Aurore Berger et les crèches, ça manque pas de sel. Donc ce sont des ennemis de classe, des ennemis envers les femmes, et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe, loin de là, parce que certaines, pour avoir une petite place de ministre, de chroniqueuse, que sais-je, etc., ne sont pas sorores. Donc, il ne faut pas être sorore avec Marine Le Pen & co. Voilà. Fanny, peut-être sur les... Enfin, ça dépend de quel âge on a, mais moi, je trouve que ça pose aussi la question des générations de féministes entre elles, quoi, de ce que notre génération doit à la génération de celle des années 70. Tu en as parlé au début. Bon, vaste question, je te vois. Non, mais effectivement, il y a plein de niveaux d'enjeux dans cette question. Je ne sais pas trop comment le dire, mais du point de vue de l'enjeu militant, il y a évidemment l'idée déjà, je sais pas comment l'idée du rapport au temps, quand les féministes des années 70 ont lancé un livre fondateur du MLF, Libération des femmes, année 0.
Ça veut dire que donc elles étaient les premières. Ça veut dire que du coup, avant elles, il y avait eu personne. Et effectivement, pour les générations qui sont arrivées après, ça n'a pas toujours été évident d'exister sur tout un tas de nouvelles questions qui se posaient, parce qu'il y avait aussi cette tendance à se dire avant nous, il n'y avait personne. Après nous, globalement, il y aura peut-être pas grand monde non plus. Et donc, ça, je pense que c'est un rapport qui est lié à la manière dont elles ont aussi envisagé leur rapport au temps. Je pense qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Et évidemment, c'est aussi parce qu'elles ont ouvert tout un tas de champs qui n'étaient pas forcément aussi centralement mis en avant dans les périodes antérieures, ou parce qu'il y avait une dynamique de masse, que du coup il y avait aussi l'impression effectivement d'ouvrir quelque chose de complètement nouveau. Donc après cette question, elle charrie plein de questions, parce que c'était du coup la dite deuxième vague, mais cet enjeu-là, il est aussi très largement mis en question par l'historiographie, parce que justement entre les vagues, il se passe aussi des choses. Mais du coup après la question s'est posée de est-ce qu'il y aurait eu une troisième vague à la fin des années 90, au début des années 2000, au moment où il y a eu justement toute une reprise de la contestation féministe, avec justement, y compris la mise en question du sujet du féminisme, le nous les femmes, qu'elles avaient forgé dans les années 70, mais qui en réalité était déjà discuté à l'époque, puisqu'il y avait la coordination des femmes noires, par exemple, qui avait émergé, puisqu'il y avait des groupes femmes par nationalité qui s'organisaient et qui montraient bien qu'en fait, et puis parce qu'il y avait aussi des débats entre les bourgeoises et les femmes des classes populaires, qui évidemment vivaient pas exactement les choses de la même manière au quotidien, mais en tous les cas, quand il y a eu du coup cette nouvelle génération à la fin des années 90, au début des années 2000 qui est arrivée, elle a du coup eu des difficultés à se faire une place en fait dans ce mouvement féministe qui reprenait et qui à ce moment-là était mené par des féministes de la génération des années 70, alors même qu'elles avaient 15, 20, 25 ans à la fin des années 90, au début des années 2000, et donc du coup, et qu'elle portait des nouveaux paradigmes, notamment, on ne le disait pas encore comme ça à l'époque, mais la perspective intersectionnelle, comme je le disais, féminisme et racisme, sexisme et antiracisme. Ça s'est focalisé par exemple sur des débats autour du port du foulard en 2004, qui a été un moment de l'histoire des féminismes particulièrement intense, et où l'idée, ne serait-ce que de manifester du coup avec des jeunes femmes qui portent le foulard à l'époque, était inenvisageable pour la plupart des féministes de la génération des années 70, mais pas toutes, parce que c'est pas seulement aussi toujours uniquement des enjeux générationnels. Par exemple, à l'époque, il y avait Christine Delphi, qui est donc une féministe des années 70, qui, elle, était très favorable au fait que justement il y ait des jeunes filles qui portent le foulard qui soient présentes dans les manifs, qui pensaient qu'il fallait se mobiliser contre la loi et pas défendre ni voile ni loi, par exemple, qui était le mot d'ordre majoritaire du féminisme hégémonique de l'époque, et se forgeait du coup toutes sortes de groupes avec des générations plus jeunes, quoi. Donc ça, c'est un niveau. Et après, juste, par exemple, quand même, moi, en tant qu'historienne, c'est aussi un truc que je dis très souvent, c'est que les conditions matérielles dans lesquelles on se situe, nous, aujourd'hui, malgré justement toutes les difficultés auxquelles on est confronté, de mise en cause des libertés académiques, de problèmes structurels dans l'enseignement supérieur et la recherche, etc., on est dans des meilleures positions, bien meilleures que celles dans lesquelles elles se trouvaient au début des années 80 quand elles sont arrivées, où en fait... pas que en histoire, mais en SHS, elles étaient ultra minoritaires. Et la première chose qu'elle disait, c'était que quand on fait de l'histoire des femmes, non, on n'est pas militante. Il fallait le dire au début de chaque cours, au début de chaque conférence, au début de chaque séminaire. Elle parlait des femmes, ne serait-ce que parler des femmes. C'était pas faire une histoire féministe, c'était dire je m'interroge sur la place des femmes dans la société. Il fallait toujours préciser que on n'était pas des militantes, parce que sinon on considérait que l'on n'était pas, les hommes, qu'on n'était pas objective. Donc évidemment, ça a été aussi très compliqué. Et nous, on bénéficie quand même effectivement de tous ces combats qu'elles ont évidemment menés, quoi. Merci. Là-haut. Bonjour. Si vous deviez chacune émettre une critique du féminisme actuel, hégémonique et plutôt libéral, laquelle ce serait ? Putain, c'est un bizutage, quoi.
Non, mais ils sont chauds à Rennes. Ah ouais, c'est super. Hein. Alors, je vais essayer de... je sais pas, j'ai pas d'idée. Là, je cherche un truc malin pour me sortir de la position du fait que je suis co-directrice d'un journal et que je représente mon journal et pas uniquement moi-même. Donc, je vais essayer de trouver... quoi dire ? Non, je peux dire, si je pense sur... Je vais répondre sur le traitement médiatique et le traitement journalistique. Comme l'a gentiment dit Léane, il y a encore du travail à faire. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Non, je pense que ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est... Là, je prends encore une fois dans le travail journalistique, à faire vivre concrètement, éditorialement, journalistiquement, le mot-clé intersectionnalité. Je pense qu'on arrive à faire plein de papiers là-dessus, à raconter des luttes dans plein d'endroits, à essayer de faire vivre la question des violences sexistes et sexuelles dans nos journaux à la hauteur de ce qui se passe dans plein de lieux très différents, contrairement à l'image qu'on a. Mais on a du mal encore franchement à surmonter ça, je trouve. D'autant plus que se pose évidemment la question de l'instrumentalisation par l'extrême droite, dès que la question des violences, puisque l'extrême droite est, vous le savez, obnubilée par l'idée et persuadée, et dans son projet politique, ça s'incarne concrètement par l'idée que les violences sont commises par des hommes non blancs étrangers, sous OQTF, parce que de toute façon c'est la même chose. De fait, c'est une vraie difficulté, et c'est une vraie difficulté pour du coup les femmes non blanches de témoigner des violences qu'elles subissent, par exemple, puisque du coup c'est aussi mettre en cause des hommes non blancs qui sont par ailleurs déjà la cible d'un racisme permanent, quotidien, médiatique, politique, d'État. Donc à partir de là, on est dans cette difficulté et on a, je prenais juste cet exemple pour dire que là où on a, à mon avis, vraiment du chemin dans le traitement journalistique, c'est celui-là, parce que par ailleurs, le champ médiatique, il est traversé par Vincent Bolloré H24. Donc du coup, nous-mêmes, on est dans cette problématique-là d'échapper à ça, et je trouve qu'on n'a pas trouvé la solution. Voilà. Fanny, Léane, vas-y, Léane. Alors, déjà, je vais me déverser un peu sur ma consoeur Aria Méroni de Problématique qui sort un livre sur ce sujet à la rentrée, à la découverte. Donc, où il y aura... Ça s'appelle comment ? Alors, je peux pas dire parce que le titre est en train de potentiellement changer. Mais du coup, ce sera un livre sur pourquoi est-ce que même si nos mouvements sont forts, on perd. Et quels sont à la fois... Donc tout le monde en prend pour son grade, mais ça donne vraiment la pêche à lire, vu que je l'ai lu en entier maintenant. Mais du coup, pourquoi est-ce que... En gros, qu'est-ce qui va pas en gros dans les mouvements féministes et LGBT, mais qu'est-ce qui va pas aussi dans la gauche syndicaliste, etc., avec une synthèse un peu de tous ces enjeux-là, et sur comment on arrive à créer une camaraderie et un projet politique qui renverse vraiment l'extrême droite. Ça donne vraiment la pêche parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein de propositions concrètes dedans qui sont cool et qu'on n'a pas lu partout. Et sur moi, ce que je dirais, c'est aussi dans ce qu'on a à faire, on a aussi, je pense, à essayer de prendre en compte toujours les besoins matériels, mais en se mettant aussi dans la peau de personnes qui... Enfin, je trouve en fait parfois que nos prismes, sont encore... déconnecté de la réalité de plein de personnes, du style quand même on a des débats sur pour ou contre la police, l'État et tout. Enfin, moi je sais que dans mes milieux, par exemple, des milieux d'où je suis originaire, aucune femme qui a été victime de VSS s'est dit je vais me pointer dans un commissariat, parce que juste le fait de se dire qu'un policier et encore plus un magistrat va écouter ce qu'on a vécu, mais ça semble juste impossible en fait, et complètement lunaire, et malgré MeToo, avec cette idée que qui suis-je moi, petite meuf du peuple entre guillemets, pour avoir quelque chose à dire, et que vraiment cette idée des institutions, en fait les institutions pour beaucoup de femmes elles sont juste pour les bourgeoises, mais c'est même pas quelque chose qui est intelligible et possible. Donc je pense que dans nos cadrages parfois il y a des axes d'amélioration à faire, et je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à maintenant imposer aussi nos idées, enfin ce que je disais un peu tout à l'heure, qu'on a du pour, et c'est quoi, ça veut dire quoi une société débarrassée de la cis-hétéronormativité, débarrassée du patriarcat, ça ressemble à quoi au niveau de l'architecture, au niveau de l'enseignement, au niveau de la médecine, au niveau de tout ça. Et en fait, let's go, on arrive et on va faire vraiment un monde féministe, quoi, parce qu'on peut le faire, voilà. Tu peux dire un truc, ouais, il nous reste 3 minutes, donc tu peux dire un court truc. Ouais. Non, mais du coup, rapidement, moi, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est
c'est présent dans le livre là, qu'on a écrit avec Hugo Harari-Kermadec, Le cœur du capital. C'est la question du travail reproductif, en fait, en vue de la construction et la poursuite de la construction de la perspective de la grève féministe, qui a évidemment été très suivie dans tout un tas de pays, mais encore finalement assez peu en France, hein, et avec l'idée justement que ce travail reproductif, qui comprend le travail domestique non rémunéré effectué dans la famille et le travail déqualifié dans la sphère professionnelle, que ce soit dans le service marchand, public ou associatif, si on le pense ensemble, on représente une force très importante, puisqu'on le mesure aussi dans l'économie et on montre à la fois objectivement et subjectivement la force que ça représente. Et du coup, le potentiel que ça peut avoir dans l'idée de désandrocentrer la contestation, sortir d'une vision masculine de la contestation. Je pense que voilà, c'est ce sur quoi moi je travaille beaucoup, y compris en lien d'ailleurs aussi avec les organisations syndicales sur ce point. Merci. En guise de conclusion, je voulais vous remercier toutes les trois d'être venues cet après-midi discuter avec nous, dire qu'on trouve les livres qu'on a cités voilà, dans toutes les bonnes librairies de Rennes, il y en a plein. Problématique, rappelez donc que vous êtes un média en ligne qu'on peut aller consulter. Et vous avez un stand, ok, super. Mediapart aussi, un stand, voilà. Et la Déferlante, voilà, et vous pouvez venir nous voir. Et donc, vive la presse indépendante et vive les révolutions féministes. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.